Il y a des hommes que la vie transforme en fantômes volontaires. Pas par faiblesse, par stratégie. Pendant 23 ans, mes voisins de Caluire et Cuire m'ont vu comme Bernard Delacroix, le proviseur à la retraite qui taillait ses rosiers le dimanche matin, qui saluait poliment au marché de la Croix-Rousse, qui lisait Le Monde sur sa terrasse avec un café et l'air satisfait de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver à personne. Personne ne posait de questions. J'avais l'air inoffensif. J'avais cultivé cet air avec une précision chirurgicale, comme on entretient une couverture d'agent sur le terrain. Parce que c'est exactement ce que c'était. Une couverture. Pas pour tromper mes voisins par malice, mais parce que j'avais appris au fil des décennies que la discrétion est la seule armure qui ne se voit pas, et que les hommes qui affichent leur puissance sont toujours les premiers à être ciblés. Ce que personne ne savait, ce que je n'avais jamais dit à voix haute depuis des années, même pas à mon propre fils, c'est que sous cette façade de retraité ordinaire, vivait un homme qui avait passé 25 ans à traquer les prédateurs financiers les plus sophistiqués de France. Un homme qui avait démembré des réseaux de fraude boursière, opérant depuis des îles fiscales. Un homme qui avait témoigné devant des tribunaux comme expert judiciaire dans 42 procès pénaux. Un homme dont le carnet d'adresses contenait des procureurs, des journalistes d'investigation, des commandants de police judiciaire et des avocats spécialisés en droit financier qui lui devaient des faveurs accumulées sur un quart de siècle. Et ce dimanche-là, quand mon fils Mathieu m'a glissé une carte de visite avec un message griffonné au dos pendant que sa petite amie était aux toilettes, j'ai compris deux choses simultanément. La première, mon fils était en danger. La seconde, la personne qui le menaçait venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Mais je vais commencer par le début. Parce que cette histoire mérite d'être racontée dans l'ordre. Non pas pour le suspense, mais parce que chaque détail compte, chaque signal ignoré, chaque question posée avec un sourire qui cachait un calcul froid. Et parce que peut-être, en comprenant comment quelqu'un comme Camille Verneuil opère, vous reconnaîtrez les mêmes signes si jamais ils se présentent dans votre vie. Mon fils Mathieu avait amené sa nouvelle petite amie au dîner dominical dans ma maison de Caluire et Cuire. Elle était parfaite, trop parfaite, avec cette précision que seules les personnes qui ont travaillé très dur pour paraître naturelles peuvent atteindre. Des vêtements de créateur portés avec la désinvolture calculée de quelqu'un qui veut qu'on remarque sans avoir l'air de vouloir qu'on remarque. Un sourire calibré, chaleureux juste assez, professionnel juste assez, jamais dans l'excès dans aucune direction. Cette façon d'occuper l'espace comme si elle en avait toujours été propriétaire, comme si chaque pièce dans laquelle elle entrait avait attendu son arrivée. Camille Verneuil. 29 ans. Capitale risqueuse. Gérante d'un fonds de 40 millions d'euros installé au cœur de la Défense, dans une de ces tours de verre qui scintillent à l'horizon occidental de Paris comme des promesses de richesse infinie. Mathieu ne pouvait pas s'empêcher de la regarder comme s'il venait de gagner à l'euro-million. Avec cette mélange d'incrédulité et de bonheur fragile de quelqu'un qui n'ose pas encore y croire vraiment. Avant de continuer cette histoire, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Pas grand-chose, juste une seconde de votre temps. Écrivez dans les commentaires votre prénom et la ville d'où vous écoutez ce récit. Paris, Lyon, Marseille, Bruxelles, Montréal, Dakar, Genève, Abidjan. Peu importe où vous êtes. Cette communauté existe parce que vous en faites partie. Et savoir que vous êtes là, quelque part dans le monde francophone, en train d'écouter cette histoire, ça compte vraiment. C'est ce qui donne de la force à l'homme qui rit le dernier. Alors prenez 10 secondes et dites-nous d'où vous venez. Après le dessert, une tarte aux pralines que j'avais faite moi-même, recette de Marie que je ne rate jamais. Pendant que Camille était aux toilettes, Mathieu m'a glissé sa carte de visite par-dessus la table. Discrètement, avec le geste précis de quelqu'un qui a répété ce moment dans sa tête. Sa main tremblait légèrement. Pas de façon visible pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, mais je suis son père. Je connais chaque nuance de ses mains depuis qu'il était enfant. J'ai retourné la carte et j'ai vu son écriture au dos, petite, précipitée, comprimée, comme celle d'un homme qui écrit contre le temps. Papa, quelque chose ne va pas avec le deal d'investissement. Fais confiance à ton instinct. S'il te plaît, aide-moi. 8 mots qui ont suffi.
J'ai plié la carte dans la poche de ma veste et j'ai gardé mon visage parfaitement neutre, une compétence qu'on acquiert après des années d'interrogatoire, de surveillance, de moments où montrer ce qu'on ressent peut coûter une enquête entière. Camille m'est revenue en parlant avec enthousiasme des conditions d'enneigement à Megève, des pistes qu'elle préférait, d'un chalet qu'elle avait loué avec des amis le mois précédent. Je l'ai écouté avec l'attention polie d'un homme qui n'a aucune raison de se méfier, mais dans ma poche, la carte brûlait. Je m'appelle Bernard Delacroix. J'ai 68 ans. Pendant 32 ans, les habitants de Villeurbanne et de Caluire-et-Cuire m'ont connu comme proviseur, d'abord au lycée Martinière-Montplaisir, puis au lycée Saint-Exupéry. Un proviseur sévère mais juste, disaient les uns. Exigeant mais bienveillant, disaient les autres. Quelqu'un qui croyait vraiment que l'éducation pouvait changer des destins. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé 25 ans avant ça à l'OCLCIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. L'unité d'élite de la police judiciaire française spécialisée dans les crimes économiques et financiers les plus complexes. J'y étais entré à 23 ans, fraîchement sorti de l'École nationale supérieure de police, avec l'énergie impatiente d'un jeune homme qui voulait changer le monde. J'en étais sorti à 48 ans, avec 300 enquêtes derrière moi, un taux de condamnation de 92% et une lassitude profonde qui s'était installée dans mes os, comme une humidité permanente. Ces 25 années avaient été définissantes, pas seulement professionnellement, existentiellement. Elles m'avaient appris que la fraude financière n'est pas un crime abstrait. Ce n'est pas des chiffres qui changent de colonne dans un bilan comptable. C'est une famille qui perd sa maison. C'est un retraité qui découvre à 70 ans que ses économies de toute une vie ont disparu dans un montage financier qu'il ne comprend pas. C'est un jeune entrepreneur qui avait mis tout ce qu'il avait dans un rêve, et qui se retrouve ruiné par quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de l'aider à réussir. J'avais vu des centaines de ces histoires. J'en avais résolu beaucoup. Mais chacune laissait une trace, comme des cicatrices qui ne font plus mal mais qui rappellent qu'on a été blessé. Après avoir quitté l'OCLCIF, j'avais obtenu mon certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement et j'avais fait le choix délibéré de la vie tranquille. Marie, ma femme, avait toujours rêvé de me voir rentrer à des heures normales, de ne plus attendre que j'appelle pour dire que l'enquête prenait encore une semaine de plus, de dormir sans entendre le téléphone sonner à 3 heures du matin. Alors j'avais choisi l'enseignement, et je n'avais jamais regretté ce choix, pas une seule fois. Puis Marie était morte d'un cancer de l'ovaire il y a 6 ans, et après ça, la tranquillité n'était plus un choix. C'était tout ce qu'il restait. Mathieu était mon fils unique, et quelqu'un le menaçait. Pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il faut remonter 3 mois en arrière, à la nuit où tout a commencé, même si ni Mathieu ni moi ne le savions encore. Mathieu travaillait depuis 4 ans comme ingénieur logiciel senior dans une ESN à Villeurbanne, une entreprise de services numériques sérieuse, qu'il avait bien formée et bien payée. Il gagnait correctement sa vie, habitait dans un appartement propre à Bron, qu'il avait acheté 2 ans plus tôt avec un prêt immobilier raisonnable. Il avait la vie stable et honnête d'un homme qui avait grandi avec des valeurs solides. Mais le soir et le week-end, depuis presque 3 ans, Mathieu travaillait sur autre chose. Une plateforme de cybersécurité destinée aux petites et moyennes entreprises. Ces milliers de PME françaises qui n'ont ni le budget ni l'expertise pour se protéger correctement contre les cyberattaques et qui sont pourtant des cibles de plus en plus fréquentes. Ce n'était pas révolutionnaire en apparence. Ce n'était pas le genre de projet qui fait la une des magazines tech. Mais c'était solide. Réfléchi. Ancré dans un problème réel que des millions d'entreprises françaises avaient, sans avoir les moyens d'y répondre. J'avais vu le code, j'avais lu la documentation. Je ne suis pas ingénieur, mais j'ai passé assez d'années à examiner des documents financiers et technologiques pour reconnaître la différence entre quelque chose de creux et quelque chose de construit avec soin. Ce que Mathieu avait créé avait de la valeur. Pas des milliards, mais une valeur réelle, concrète, utile. Puis il avait rencontré Camille Verneuil lors d'un événement de networking organisé au Centre de Congrès de Lyon, une de ces soirées tech où des centaines de personnes circulent avec des badges et des cartes de visite, à la recherche du contact qui changera leur trajectoire. Selon ce que Mathieu m'avait raconté à l'époque,
avec l'enthousiasme d'un homme qui n'arrive pas encore à croire à sa chance, c'était elle qui était venue le trouver, pas l'inverse. Elle avait vu sa présentation, un stand modeste avec un écran et un dépliant qu'il avait imprimé lui-même, et elle s'était approchée avec ce sourire calibré que je décrirai plus tard comme sa plus grande arme. Elle avait posé des questions intelligentes, des vraies questions, le genre qui montre qu'on a compris le produit et qu'on réfléchit à ses implications. Mathieu avait été impressionné et flatté. Parce que Camille Verneuil, avec ses vêtements de créateur et son fonds de 40 millions d'euros, n'avait aucune obligation de s'arrêter devant son stand modeste. Elle avait choisi de le faire. Et Mathieu, qui était brillant avec le code, mais qui avait toujours été naïf avec les gens, une naïveté que j'avais parfois trouvée attendrissante et parfois inquiétante, avait interprété ce choix comme un signe de perspicacité exceptionnelle de sa part à elle. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'elle avait également posé des questions sur lui. Pas sur la technologie, sur lui, sa famille, d'où il venait, où habitaient ses parents. En 6 semaines, ils sortaient ensemble. En 8 semaines, elle parlait d'investir 2 millions d'euros dans sa start-up. La vitesse aurait dû être un signal d'alarme. Dans le monde réel du capital risque, 2 millions d'euros ne se décident pas en 2 mois. Surtout pas pour une start-up à un seul fondateur sans traction commerciale démontrée. Mais Mathieu ne connaissait pas le monde réel du capital risque. Il connaissait le code. Et Camille connaissait exactement les limites de ce qu'il savait. La première fois qu'il l'avait amené chez moi, j'étais sur la terrasse arrière en train de préparer un saumon que j'avais acheté le matin même au marché. C'était un samedi de septembre. L'air avait encore cette chaleur douce qui s'accroche aux fins d'après-midi lyonnaises, avant que l'automne ne s'installe vraiment. Camille avait traversé ma maison avec ses yeux que j'ai mis un moment à identifier, avant de me souvenir exactement où je les avais déjà vus. Des yeux d'inventaire, des yeux qui calculent, pas par curiosité, par évaluation systématique, la valeur du mobilier, l'état de la cuisine, la superficie de la terrasse. La vue sur le jardin, et au-delà, les toits de Caluire. J'avais vu ces yeux des dizaines de fois pendant mes années à l'OCLCIF, sur des fraudeurs, des escrocs, des prédateurs financiers qui entrèrent dans une pièce et voyaient immédiatement non pas des personnes, mais des actifs à valoriser ou à exploiter. « Monsieur Delacroix, Mathieu parle de vous constamment », avait-elle dit en acceptant le verre de vin blanc que je lui tendais. Un Mâcon village correct, pas ostentatoire. 30 ans comme proviseur de lycée. C'est un travail tellement noble. J'imagine que la retraite de l'éducation nationale n'est pas exactement luxueuse. La phrase était formulée comme un compliment. Elle était construite comme une sonde. La façon dont on glisse une question dans une affirmation pour obtenir une information sans avoir l'air de la demander. Une technique d'interrogatoire que j'avais utilisée et reconnue des centaines de fois. J'avais souri et retourné le saumon. Elle paie les factures. Cette maison est remboursée depuis longtemps. J'ai mon assurance vie, ma retraite de fonctionnaire. Je suis suffisamment à l'aise pour un vieil homme qui vit seul. Elle avait hoché la tête avec une sympathie soigneusement dosée. Vous savez, mon fonds travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine spécialisés dans les profils comme le vôtre. Pour quelqu'un de votre âge, il existe des stratégies vraiment intelligentes pour maximiser vos actifs. Surtout avec les prix de l'immobilier à Caluire et Cuire qui atteignent des niveaux records. Ce terrain avec cette vue, dans ce quartier, ça doit valoir 2 millions facilement aujourd'hui, peut-être plus. Mathieu était intervenu pour changer de sujet, avec ce léger malaise que j'avais vu traverser son visage comme un nuage rapide. Mais j'avais enregistré la phrase. J'avais enregistré la précision avec laquelle elle avait évalué ma propriété en quelques minutes de regard discret. Et j'avais enregistré l'éclair dans les yeux de Mathieu. Pas encore de la suspicion, mais quelque chose d'adjacent. Un inconfort qu'il ne savait pas encore nommer. Au cours des semaines suivantes, Camille était devenue une présence régulière. Elle savait exactement comment se rendre indispensable sans paraître envahissante. Une compétence rare qui demande un calibrage très précis de la chaleur et de la retenue. Elle apportait des cadeaux modestes mais toujours parfaitement choisis. Elle s'intéressait à ce que je lisais, à mes promenades sur le Mont-Cindre, à mon bénévolat au musée des Confluences. Elle posait des questions,
Toujours des questions, enveloppées dans la sollicitude d'une femme qui tient à l'homme que son compagnon allait devenir, et donc à la famille de cet homme. Depuis combien de temps possédais-je la maison? Est-ce que j'avais des investissements au-delà de ma retraite de fonctionnaire? Avais-je des frères et sœurs, de la famille proche? Quels étaient mes projets pour la propriété à long terme? Est-ce que j'avais réfléchi à comment elle serait transmise? Les questions arrivaient toujours enveloppées dans des préoccupations apparemment légitimes, la planification successorale, l'optimisation fiscale, l'importance de s'assurer que Mathieu serait protégé quand je ne serais plus là, comme si à 68 ans, j'étais déjà une variable dans une équation dont la conclusion était connue d'avance. J'ai 68 ans. Je monte le mont Cindre tous les week-ends en moins d'une heure. Je fais du bénévolat au musée des Confluences 2 matinées par semaine. Je lis 3 journaux par jour. Je peux encore décortiquer un bilan financier complexe et identifier une anomalie comptable en 15 minutes. Mais Camille Verneuil me parlait, me regardait, comme si j'étais déjà en train de décliner. Comme si la question n'était pas de savoir si je deviendrais dépendant, mais quand. C'est ça, la technique. Pas la violence. Pas la menace directe. La suggestion douce et répétée que le temps joue contre vous, que vous avez besoin d'aide pour naviguer un monde devenu trop complexe, que les personnes qui veulent vous aider sont précisément celles qui ont intérêt à vous voir vulnérable. Puis vint ce dimanche avec la carte de visite. Après le départ de Camille. Elle avait une réunion tôt le lendemain, avait-elle dit avec ce sourire qui excusait tout. Mathieu et moi nous sommes retrouvés seuls dans mon bureau. La pièce où je rangeais mes livres, mes vieux dossiers classés et anonymisés, les photos de Marie. L'endroit où je pensais vraiment. Mathieu avait l'air d'un homme qui n'a pas dormi correctement depuis plusieurs semaines. Des cernes profonds sous les yeux, une tension dans les épaules que je ne lui avais pas vue depuis ces années d'examen. Il s'est assis dans le fauteuil en face de mon bureau. Le même fauteuil où il s'asseyait enfant quand il venait me parler de quelque chose qui le tracassait, et il a regardé ses mains un long moment avant de lever les yeux. « Papa, je crois que j'ai commis une terrible erreur. Raconte-moi tout. » Et il a tout raconté. Dans l'ordre, avec cette précision d'ingénieur qui lui permettait de décrire les choses sans les dramatiser, ce qui paradoxalement les rendait encore plus alarmantes. L'offre d'investissement avait évolué de façon progressive, presque imperceptible, comme l'eau qui chauffe autour de la grenouille. Au départ, c'était 2 millions d'euros pour 30% des parts, des conditions qui, selon ce que Mathieu avait pu vérifier, n'étaient pas aberrantes pour une start-up de sa taille. Puis Camille avait commencé à évoquer la notion d'engagement personnel du fondateur, un concept réel dans le monde du capital risque où les investisseurs veulent s'assurer que l'entrepreneur a suffisamment de « skin in the game » pour ne pas abandonner au premier obstacle. Mais l'interprétation qu'elle en donnait était différente. Elle avait suggéré que Mathieu mette son appartement en garantie. Puis son PR, son plan d'épargne retraite, les économies qu'il avait constituées avec soin depuis le début de sa carrière. Quand il avait hésité, cherché à comprendre si c'était vraiment standard, elle avait évoqué les actifs familiaux. Naturellement. Comme si c'était évident. Comme si un père qui croit en son fils n'hésiterait pas un instant. Elle a rédigé des documents, m'a dit Mathieu. Des documents qui donneraient à son fonds une hypothèque de premier rang sur mon appartement et une créance de second rang sur ta maison, si la start-up n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires dans les 18 mois suivant la clôture de l'investissement. J'ai senti quelque chose se figer dans ma poitrine. Pas de la peur, de la reconnaissance. Ce sentiment précis qu'on éprouve quand on voit quelque chose qu'on a déjà vu, dans une autre vie, dans d'autres circonstances. Et quels sont ses objectifs? Il m'a montré les chiffres. J'ai pris le temps de les lire, de les calculer, de les rapporter à ce que je savais du marché des PME françaises, du cycle de vente de ce type de logiciel, des délais réalistes pour construire une base client significative. Les objectifs étaient construits pour être impossibles à atteindre. Pas difficile, impossible. Même une start-up avec un produit excellent, une équipe expérimentée et une chance extraordinaire n'aurait pas pu les atteindre en 18 mois. C'était du calcul pur. Une architecture de l'échec déguisée en contrat d'investissement. Si tu signes ça, tu perds tout dans 18 mois. Ton appartement, ma maison,
et elle prend le contrôle total de ta société. Je sais. Sa voix était plate, épuisée. Mais papa, elle a été tellement présente, tellement enthousiaste. Pendant des semaines, j'ai pensé que c'était peut-être moi qui étais paranoïaque, que je sabotais ma propre chance par manque de confiance, jusqu'à la semaine dernière. Que s'est-il passé la semaine dernière? Il a sorti son téléphone de sa poche, a ouvert l'application de mémos vocaux et a posé l'appareil sur mon bureau entre nous deux. J'étais dans ses bureaux à La Défense. J'avais un rendez-vous pour revoir les documents. J'utilisais les toilettes et j'ai laissé mon téléphone sur son bureau. J'avais oublié de le reprendre. Quand je suis revenu le chercher, j'ai vu que l'enregistrement était en cours. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste repris le téléphone sans rien dire. Ce soir-là, en rentrant, j'ai écouté. Il a appuyé sur lecture. La voix de Camille Verneuil a rempli mon bureau. Nette, professionnelle, débarrassée de toute chaleur. La voix d'une personne qui parle à quelqu'un en qui elle a entièrement confiance, parce qu'elle parle à quelqu'un qui est, à l'évidence, son complice. Le fils est une mine d'or. Complètement confiant, aucune méfiance. La plateforme a en fait une technologie correcte. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Une revente à un acteur établi si on structure bien. Mais la vraie valeur, c'est la propriété du père. Caluire et Cuire, terrain avec vue dégagée sur la ville et le Rhône, hypothèque remboursée ou quasi, j'estime la valeur de marché à 2,2 millions minimum, probablement plus avec la tendance actuelle. Le père vit seul. Pas d'autre famille proche. Le fils signera tout ce que je lui demande. Une voix d'homme a répondu, calme, précise, professionnelle. Et si le père résiste, la due diligence? Camille avait ri. Un rire bref, sans malice particulière, comme si la question était légèrement absurde. C'est un proviseur à la retraite avec une retraite de fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai déjà convaincu le fils que c'est une pratique standard dans le secteur. Une fois les papiers signés et les garanties enregistrées, on enclenche la phase 2. On commence à documenter le déclin cognitif du père, rien de compliqué. Quelques observations consignées, un médecin généraliste qui confirme des inquiétudes sur ses capacités décisionnelles. On dépose une demande de mise sous tutelle auprès du juge des tutelles, avec le fils comme tuteur désigné. C'est lui le proche aidant naturel, il n'y a personne d'autre. Une fois la tutelle accordée, on vend la propriété de Caluire dans le cadre de la gestion du patrimoine du tutelé. On se rembourse sur le produit de la vente, on déclare la start-up en cessation de paiement et on liquide. Procédure classique. On a déjà fait ça 3 fois. L'homme a dit quelque chose que l'enregistrement ne captait pas clairement. Une question sur les délais. 6 mois pour les papiers, 6 mois pour la procédure de tutelle si on s'y prend bien. Dans 1 an, on est sorti proprement. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence dans mon bureau a duré plusieurs secondes. Mathieu me regardait. Je regardais le téléphone posé entre nous. 25 ans, à l'OCLCIF, m'avait exposé à des dizaines de schémas de fraude sophistiqués. Des montages de blanchiment d'argent qui impliquaient 6 pays et autant de juridictions différentes. Des manipulations boursières, orchestrées depuis des serveurs hébergés dans des paradis fiscaux. Des détournements de fonds de pension qui avaient privé des milliers de travailleurs de leur retraite. J'avais vu de l'ingéniosité criminelle à des niveaux que la plupart des gens n'imaginent pas. Mais ce que je venais d'entendre avait une qualité particulière qui me glaçait davantage que n'importe quelle fraude boursière complexe. Parce que c'était simple, parce que c'était humain. Parce que ça exploitait non pas une faille dans un système financier abstrait, mais la confiance d'un fils pour son père, et l'amour d'un père pour son fils. C'était du prédatisme à l'état pur, réduit à ses éléments les plus fondamentaux. Mathieu pleurait silencieusement. Pas de sanglots. Juste ces larmes qui coulent sans qu'on décide de les laisser passer. Je lui faisais confiance, papa. Je pensais qu'elle m'aimait. Je pensais que l'investissement était réel. J'ai été tellement stupide. Non, ma voix était plus ferme que je ne l'avais prévu. Tu n'as pas été stupide, tu as été confiant, c'est différent. La confiance, c'est une qualité. Ce qu'elle en a fait, c'est le crime, pas l'inverse. Il a essuyé ses yeux du revers de la main,
Tu as fait exactement ce qu'il fallait en venant me voir. Tu as eu l'instinct de sentir que quelque chose n'allait pas, et tu n'as pas ignoré cet instinct. C'est ce qui compte. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Tu as encore tous les documents qu'elle t'a donnés, la term sheet, les projections, tout? Il a hoché la tête et sorti un dossier de son sac. Je l'ai pris, je l'ai ouvert, et j'ai commencé à lire. Il y a une façon particulière de lire un document juridico-financier quand on a passé 25 ans à décortiquer des montages frauduleux. On ne lit pas de la même façon qu'un lecteur ordinaire, linéairement, en cherchant à comprendre le sens général. On lit en cherchant les anomalies, les clauses qui semblent anodines, mais qui accordent des droits extraordinaires, les définitions qui paraissent standards, mais qui recèlent des interprétations qui pourraient se révéler dévastatrices, les mécanismes de déclenchement qui transforment un investissement en saisie. J'ai pris 20 minutes. Mathieu attendait, silencieux. Quand j'ai fermé le dossier, j'avais la cartographie complète du dispositif dans la tête. Les objectifs de revenus impossibles, calculés pour ne pas être atteints dans n'importe quel scénario réaliste. Les clauses de contrôle qui donnaient à Apex Capital Partners un droit de veto sur toutes les décisions stratégiques à partir du moment où la première échéance serait manquée. La structure de garantie personnelle, rédigée de façon à permettre une exécution bien avant qu'un tribunal n'interviendrait normalement. Et la clause que j'avais repérée vers la fin du document, enterrée dans 3 pages de terminologie juridique dense, une disposition permettant au fonds de prendre des mesures conservatoires sur les actifs garantis en cas de dégradation significative de la capacité décisionnelle du garant, c'est-à-dire de moi. Ce n'était pas un contrat d'investissement, c'était un piège. Un piège construit avec une précision artisanale, par quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. « Papa, qu'est-ce qu'on fait? Elle a des avocats, des ressources, des connexions dans le milieu. Nous, on a quoi ?» Je regardais mon fils, 32 ans, des yeux qui me demandaient de lui dire que ça allait s'arranger, comme quand il était petit, et qu'il venait me voir avec un genou écorché. Sauf que cette fois, l'écorchure était dans une région vitale. Il y avait des choses que je lui avais cachées pendant toutes ces années. Des choses que Marie et moi avions décidé ensemble de garder pour nous, pour lui donner ce que nous n'avions pas eu. Une enfance sans le poids de savoir que son père avait des ennemis, que la famille avait des ressources qui en feraient une cible, que le monde était plus complexe et plus dangereux que ce qu'il paraissait depuis la cour d'une école à Caluire. Mais maintenant, ces choses cachées étaient exactement ce dont nous avions besoin. Mathieu, avant de répondre à ta question, il y a quelque chose que tu dois savoir. Sur qui est vraiment ton père? Il m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis l'adolescence. Cette attention totale, légèrement tendue, de quelqu'un qui comprend qu'il est sur le point d'apprendre quelque chose qui va changer quelque chose. Je lui ai tout dit. 25 ans à l'OCLCIF. Les 300 enquêtes, le taux de condamnation. Les condamnations qui avaient envoyé en prison des gens qui se croyaient intouchables parce qu'ils avaient des avocats à 2000 € de l'heure et des connexions dans les milieux politiques. Le travail de conseil après la retraite de la police, les banques, les fonds d'investissement, les entreprises du CAC 40 qui avaient eu besoin de quelqu'un pour comprendre comment leur système pouvait être exploité et comment les renforcer. Les missions d'experts judiciaires pour les tribunaux. Les investigations privées pour des clients qui ne pouvaient pas se permettre que leurs problèmes deviennent publics. Et puis, les chiffres. Après la mort de ta mère, j'ai liquidé une partie des investissements que j'avais constitués pendant ma carrière. J'ai acheté cette maison comptant. Le reste est dans une fiducie familiale que j'ai créée il y a 12 ans. La valeur actuelle de la fiducie est d'environ 8 millions d'euros. À quelques centaines de milliers près, selon les marchés. Le silence qui a suivi cette phrase a duré peut-être 5 secondes. Mais c'était un silence dense, chargé, le genre qui se produit quand quelqu'un recalibrate mentalement une réalité entière. 8 millions. Environ, oui. Mathieu a regardé autour de lui, le bureau avec ses bibliothèques, la maison visible à travers la porte entr'ouverte avec ses meubles corrects sans être luxueux, la Peugeot de 10 ans garée dans l'allée.
Tout ce qui avait toujours semblé être l'image fidèle d'un fonctionnaire à la retraite, confortablement installé dans sa modestie. Camille pense que tu t'en sors à peine avec ta retraite de l'éducation nationale. Elle a planifié de voler peut-être 3 millions au total. Ta maison, mon appartement, ma société. Et toi, tu as 8 millions. Environ oui. Elle n'a aucune idée à qui elle a affaire. Non. Un long moment. Puis, très doucement. Moi non plus d'ailleurs. Il n'y avait pas de reproche dans sa voix. Juste le constat d'un homme qui réalise que le monde était différent de ce qu'il croyait. Pas de façon effrayante, mais de façon qui demande une réévaluation de beaucoup de choses. Pourquoi tu ne m'avais jamais dit? Ta mère et moi en avions parlé longuement. On voulait que tu grandisses normalement, sans que tu te sentes différent des autres enfants, sans que tu penses que l'argent résout les problèmes, sans que tu attires les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Marie m'avait fait promettre de garder le secret jusqu'à ce que tu sois plus établi, plus ancré dans qui tu es. Elle avait fixé 35 ans. Elle disait que c'est l'âge où un homme sait vraiment ce qu'il veut. J'ai souri tristement. On est un peu en avance sur le calendrier. Mathieu a hoché la tête lentement. Il pensait à quelque chose que je pouvais voir se former sur son visage. Une question plus profonde que les circonstances immédiates. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu ne signes rien. Tu dis à Camille que tu as besoin de temps supplémentaire pour revoir certains points avec ton conseil juridique. Tu restes poli, tu ne montres rien. Et tu me laisses passer quelques appels. Le lendemain matin, j'étais assis à mon bureau à 6h30, l'heure à laquelle je me levais depuis 25 ans à l'OCL-CIF, une habitude que la retraite n'avait jamais réussi à effacer. Dehors, Caluire s'éveillait dans la brume automnale qui montait du Rhône, cette brume grise et douce qui enveloppait les toits comme une promesse de journée froide. J'avais mon café devant moi, un carnet ouvert, et la liste des appels à passer dans la tête, classée par ordre de priorité et d'urgence. 25 ans dans la police judiciaire m'avaient appris une chose fondamentale sur les enquêtes. La qualité d'une investigation dépend moins des ressources dont on dispose que de la qualité des personnes qu'on mobilise. Un bon réseau, c'est 20 ans de travail sérieux, d'engagement tenu, de faveurs accordées sans en tenir le compte, parce qu'on sait qu'un jour, il faudra les rappeler. J'avais construit ce réseau avec soin pendant toute ma carrière. Je n'avais presque jamais eu besoin de l'activer pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, c'était différent. Premier appel, la commandante Isabelle Moreau. Isabelle avait intégré l'OCL-CIF 9 ans après moi, fraîche et déterminée, avec ce mélange d'intelligence analytique et d'intuition humaine qui fait les grands enquêteurs. Je l'avais formée pendant ces 3 premières années, lui avais appris à lire un bilan comme un roman policier, à identifier les anomalies qui ne sautent pas aux yeux, à construire un dossier avec la patience d'un horloger, plutôt que la précipitation d'un chasseur. Elle était maintenant commandante, responsable de l'unité des crimes financiers organisés. 20 ans avaient passé. Elle était meilleure que moi à mon meilleur niveau. Son téléphone a sonné 2 fois avant qu'elle décroche. Bernard Delacroix. Sa voix avait ce mélange de chaleur et de vigilance que j'avais toujours apprécié chez elle. Elle était contente de m'entendre, mais elle savait déjà que je n'appelais pas pour prendre de ses nouvelles. Ça fait une décennie. Dis-moi que tu n'es pas en train de mourir et que c'est un appel d'adieu. Rien d'aussi dramatique, Isabelle. Mais j'ai besoin de toi. Un silence bref. Elle recalibrait. Dis-moi. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur une certaine Camille Verneuil. 29 ans. Se présente comme gérante d'un fonds de capital risque appelé Apex Capital Partners, bureau déclaré à la Défense. Elle cible mon fils avec ce qui ressemble à un schéma de fraude à l'investissement sophistiqué. J'ai un enregistrement audio compromettant, des documents contractuels prédateurs, et l'intuition que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Un enregistrement audio. Je l'entendais noter quelque chose. Obtenu comment? Par accident, dans des circonstances qui le rendent parfaitement recevable. Je t'envoie le fichier dans l'heure. D'accord. Donne-moi 48 heures pour creuser. Si elle a un passif, on va le trouver. Deuxième appel. Maître Olivier Renard. Olivier était l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit financier de France. Pas le plus médiatique,
mais le plus précis. Nous avions travaillé ensemble sur une douzaine d'affaires pendant ma carrière à l'OCLCIF, dans les deux sens. Parfois, il défendait des clients que j'avais mis en examen. Parfois, il conseillait des victimes de fraude, que j'aidais à documenter leurs préjudices. C'était le genre d'avocat qui comprend la loi non pas comme un texte à réciter, mais comme un système à comprendre dans ses logiques profondes et ses failles. Olivier, j'ai des documents d'investissement que j'ai besoin que tu examines. Pour mon fils. Pro bono si possible. Je te rendrai l'appareil d'une façon ou d'une autre. Bernard Delacroix qui demande une faveur personnelle. Il y avait quelque chose dans sa voix, de la surprise, mais aussi une forme de respect. Il savait que je n'appelais pas pour des futilités. Envoie-moi les documents. Si quelqu'un cible ta famille, je fais de la place dans mon agenda dès aujourd'hui. Troisième appel. Étienne Cocheteux. Étienne était journaliste d'investigation pour Complément d'enquête, l'émission phare de France 2 pour les grandes enquêtes journalistiques. Il avait construit sa réputation sur les affaires financières complexes, et une bonne partie de ses succès les plus marquants avaient commencé par un coup de téléphone de ma part. Une piste, une direction, parfois des documents que je ne pouvais pas utiliser officiellement mais que lui pouvait suivre de son côté. Nous avions une relation de respect mutuel, fondée sur des règles claires et toujours respectées. Étienne, tu te souviens de l'affaire des fonds détournés que tu as couverte il y a 4 ans? Un silence. Celle qui m'a valu une mise en demeure d'un cabinet d'avocats londonien et un prix de journalisme la même semaine? Oui, je m'en souviens. Le tuyau de départ venait de moi. Je le sais, Bernard, et je n'ai jamais oublié. J'ai besoin de toi. Une capitale risqueuse nommée Camille Verneuil, fonds Apex Capital Partners, la défense. Je pense qu'elle mène un schéma prédateur systématique contre de jeunes entrepreneurs. J'ai besoin que tu creuses dans son portefeuille, les entreprises qu'elle a financées, où l'argent est allé, ce qui est arrivé aux fondateurs. Délai? Le plus vite possible. 2 semaines si tu peux. Je me mets dessus aujourd'hui. Après ces 3 appels, j'ai rappelé Mathieu pour lui donner ses instructions. Sa voix au téléphone avait quelque chose de différent de la veille. Moins l'épuisement abrupt du choc, plus une tension contrôlée. Il commençait à comprendre ce qui se passait réellement, et cette compréhension, paradoxalement, lui donnait quelque chose à quoi s'accrocher. Tu appelles Camille aujourd'hui. Tu lui dis que tu as quelques questions techniques sur certaines clauses, que ton conseil juridique voudrait clarifier 2 ou 3 points avant que tu signes. Tu restes parfaitement normal, chaleureux, enthousiaste, légèrement préoccupé mais rassuré. Tu ne lui montres rien. Et si elle presse? Elle va presser, c'est dans sa nature. Laisse-la. Réponds que ton avocat te demande juste quelques jours supplémentaires, sois patient et confiant. Il a suivi les instructions à la lettre. Le soir même, il m'a transféré l'enregistrement de l'appel avec Camille. Et j'ai entendu exactement ce que j'attendais. Sa voix était toujours chaleureuse, toujours soutenante. Mais il y avait quelque chose en dessous, une légère tension dans la façon dont elle gérait les pauses, une précision un peu trop grande dans le choix de ses mots. Bien sûr, Mathieu, prends tout le temps qu'il te faut. Je comprends complètement. Une pause calibrée. Bien qu'honnêtement, et je te dis ça parce que je tiens à toi, j'ai une autre opportunité qui commence à se positionner sur le même segment de marché. Rien de comparable à ta plateforme, mais les investisseurs sont impatients. Si on tarde trop, je pourrais avoir du mal à maintenir l'allocation que j'ai réservée pour toi. Je ne voudrais pas que tu passes à côté de quelque chose d'exceptionnel par excès de prudence. Tactique classique. Manuel de la manipulation par la rareté artificielle, créer une urgence fictive pour court-circuiter le processus de réflexion. J'avais lu des dizaines de transcriptions d'appels avec cette structure exacte dans mes dossiers d'enquête. Mathieu avait répondu exactement comme je le lui avais dit. Calme, légèrement désolé de lui causer cet inconvénient, mais ferme sur le délai. Je comprends, Camille. Mon avocat devrait terminer sa revue d'ici la fin de la semaine. Bien. Les 2 semaines suivantes ont été une accumulation méthodique. Chaque jour apportait de nouvelles informations. Chaque information ajoutait une couche à la compréhension du schéma. C'était un travail que je connaissais bien, cette phase d'une enquête où les pièces commencent à s'assembler,
où le tableau général devient progressivement visible derrière le brouillard des détails. Isabelle Moreau a appelé la première, 43 heures après notre conversation. Bernard, ton instinct était bon, très bon. Sa voix avait cette qualité particulière qu'elle prenait quand elle tenait quelque chose de significatif. Une concentration qui ressemblait presque à de l'excitation, mais disciplinée. Camille Verneuil s'appelait Camille Dumont, il y a 6 ans. Changement de nom légal effectué à Bordeaux en 2018, raison non spécifiée dans le dossier. Un casier? Pas de condamnation. Mais 3 signalements dans nos fichiers. Des plaintes déposées par des investisseurs à Bordeaux entre 2016 et 2018, jamais converties en mise en examen. Toutes les affaires ont été clôturées suite à des règlements amiables avec des accords de confidentialité. J'ai pris note. Le profil des victimes? C'est là que ça devient intéressant. Les 3 cas suivent exactement le même pattern. Un jeune entrepreneur dans la tech ou l'innovation, entre 28 et 35 ans, avec des parents vieillissants propriétaires d'un bien immobilier significatif. Elle entrait en relation romantique ou commerciale avec l'entrepreneur, proposait un financement, structurait un accord qui donnait accès aux actifs familiaux en garantie, et quand l'entreprise n'atteignait pas des objectifs manifestement inatteignables, elle initiait des procédures de saisie. Elle avait réussi à saisir des biens? Dans 2 des 3 cas, oui. Un appartement familial à Mérignac, les parents du fondateur. Une maison à Périgueux, la propriété de la mère d'une fondatrice. Dans le 3e cas, la famille avait pu racheter la créance en liquidant d'autres actifs avant la saisie effective. Estimation du montant total extrait? Pour ces 3 cas, environ 4 millions d'euros. Mais Bernard? Une pause significative. Je pense que ce qu'on voit dans les fichiers bordelais n'est que le début. Elle a changé de nom et changé de ville. Ça suggère qu'elle a soit eu peur d'une poursuite sérieuse, soit qu'elle avait simplement épuisé son bassin de cibles potentielles sur Bordeaux. Elle opère depuis Paris depuis combien de temps? Apex Capital Partners est enregistré depuis 2019. Mais j'ai trouvé 2 autres structures, 2 SAS différentes, un à Nantes, un à Strasbourg, créées entre 2018 et 2019, avec des noms différents, mais des bénéficiaires effectifs qui remontent tous à la même personne, via une holding luxembourgeoise. La holding luxembourgeoise, l'internationalisation de la structure pour rendre les connexions moins visibles. Ce n'était plus une amateur qui improvisait. C'était une opération structurée, pensée sur le long terme, construite pour résister à l'examen. Pourquoi elle n'a jamais été inculpée à Bordeaux? Isabelle a pris un temps avant de répondre, le genre de pause qui précède une réponse qui déplaît. De bons avocats. Des victimes qui ne voulaient pas aller au procès, entre l'embarras public et la durée des procédures judiciaires, beaucoup préfèrent le règlement amiable même défavorable. Et des magistrats qui ont vu dans ces affaires des litiges commerciaux complexes plutôt que des fraudes caractérisées. Elle est très précise dans sa façon de rester du bon côté de la ligne, celle qui sépare les pratiques commerciales iniques mais légales de l'escroquerie pénalement punissable. Jusqu'ici. Jusqu'ici, oui. Avec l'enregistrement que ton fils a capturé, et si on peut documenter l'intention frauduleuse de façon suffisamment claire, le PNF pourrait avoir matière à ouvrir une information judiciaire. Mais Bernard, je dois te dire clairement, ce qu'on a pour l'instant ne suffit pas encore. Il nous faut plus. Un schéma répété documenté, des victimes prêtes à témoigner, et idéalement une tentative caractérisée en flagrant délit. J'avais enregistré tout ça. Je savais ce que ça impliquait. Maître Renard a rappelé le lendemain après-midi. Il avait manifestement passé la nuit sur les documents. Bernard, je vais être direct. Ce contrat est l'un des instruments les plus soigneusement construits pour l'échec que j'ai vu en 20 ans de pratique du droit financier. Sa voix avait cette qualité sèche et précise que je lui connaissais. Il ne dramatisait jamais, ce qui rendait ses déclarations encore plus frappantes. Les objectifs de revenus sont calibrés pour être inatteignables dans le délai imparti. J'ai fait faire une estimation par un expert sectoriel ce matin. Dans le meilleur scénario imaginable pour une start-up de cette taille et de cette maturité, en supposant une exécution parfaite et une conjoncture favorable,
l'entreprise de votre fils atteindrait entre 22 et 30% des objectifs dans les 18 mois. Ce qui déclenche les clauses de contrôle, automatiquement. Et une fois ces clauses déclenchées, la structure de gouvernance bascule entièrement en faveur du fonds. Droit de veto sur toutes les décisions, accès à tous les comptes, capacité à initier des procédures de cession d'actifs. La garantie personnelle, elle, est rédigée de façon à permettre une exécution conservatoire, c'est-à-dire le gel des actifs garantis, dès le premier manquement constaté, sans attendre une décision judiciaire définitive. C'est une procédure légale mais extrêmement agressive, rarement utilisée dans des rapports commerciaux normaux. Et la clause sur l'évaluation des capacités du garant. Un silence. Celle-là, je ne l'avais jamais vue. Jamais. Dans aucun contrat d'investissement, quelle qu'en soit la nature. Elle est formulée de façon à sembler une protection standard, une clause de force majeure étendue, mais l'interprétation qu'elle permet est radicalement différente. En combinant cette clause avec une demande de tutelle judiciaire, on pourrait théoriquement obtenir le contrôle légal des actifs garantis sans même avoir à démontrer un manquement contractuel de la part du fils. C'est-à-dire qu'il n'aurait même pas besoin que la start-up échoue. Il pourrait aller directement sur la propriété via la tutelle. Exactement. C'est le mécanisme le plus élaboré du dispositif, et le plus inquiétant. Une pause. Est-ce que votre fils a compris ce qu'il a failli signer? Il commence à comprendre? Bien. Parce que Bernard, je dois vous dire ce que je pense. Ces documents, combinés avec l'enregistrement audio, constituent selon moi un commencement de preuve d'intention frauduleuse. Pas suffisant seul pour une condamnation pénale, mais suffisant pour justifier une saisine du parquet national financier. Êtes-vous prêt à aller jusque-là? Je suis prêt à aller aussi loin qu'il le faudra. Étienne Cocheteux est venu me voir en personne le samedi suivant. Il a garé sa voiture dans mon allée, est entré avec un grand sac en bandoulière et l'air de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, mais qui n'en a pas moins travaillé efficacement. Je l'ai installé dans mon bureau, j'ai fait du café, et il a ouvert son ordinateur. Ce qu'il avait trouvé dépassait ce que j'avais anticipé. Apex Capital Partners n'est pas un fonds de capital risque. C'est une coquille de présentation, conçue pour avoir l'apparence d'un fonds professionnel, avec un site web, des plaquettes, des profils LinkedIn soignés, des références à des investissements dans des entreprises réelles. Mais quand on creuse dans les structures sous-jacentes, on trouve un réseau de 8 entités différentes enregistrées dans 4 pays différents, France, Luxembourg, Belgique et Chypre, avec des croisements de participation qui rendent les flux financiers réels extrêmement difficiles à tracer. Il a fait pivoter son ordinateur pour me montrer le schéma qu'il avait construit, un organigramme de flèches et de cases qui ressemblait à une toile d'araignée. J'ai identifié 12 entreprises dans le portefeuille apparent d'Apex Capital Partners sur les 5 dernières années, toutes dans le secteur tech ou innovation, toutes fondées par de jeunes entrepreneurs entre 25 et 38 ans, toutes avec des fondateurs qui avaient soit de la famille avec de l'immobilier, soit des actifs personnels significatifs. Et leur trajectoire. 11 ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans les 24 mois suivant l'investissement d'Apex. Une est toujours active, selon les registres, mais le fondateur ne répond plus à aucune communication depuis 8 mois. Sur les 11 liquidations, j'ai pu documenter des saisies d'actifs dans 9 cas. Appartements, maisons de famille, épargne retraite. Dans 2 cas, les biens concernés appartenaient aux parents des fondateurs, pas aux fondateurs eux-mêmes. Je pensais au couple d'Annecy dont Isabelle m'avait parlé. Est-ce que tu as pu les localiser, les victimes? Certaines. Il a hésité. Le genre d'hésitation d'un journaliste qui mesure ce qu'il peut partager et ce qu'il doit garder pour son enquête. Bernard, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ces gens, ces fondateurs, ces parents, ils ont tous signé des accords de confidentialité dans le cadre des règlements. Ils ont accepté de ne pas parler publiquement en échange d'une réduction de la créance ou d'un délai de paiement, ou parfois simplement pour éviter des poursuites supplémentaires. Ils ont été réduits au silence légalement. Mais si une procédure pénale est ouverte, les accords de confidentialité ne tiennent plus en matière pénale. Exactement. Et c'est là que je veux en venir.
Il a pris une gorgée de café. Si le PNF ouvre une information judiciaire, ses victimes pourraient témoigner. Et si elles témoignent, le tableau que j'ai construit prend une toute autre dimension. On ne parle plus de litiges commerciaux malchanceux. On parle d'un schéma criminel organisé, répété, documenté sur 8 ans et dans plusieurs régions de France. Aux estimations du montant total extrait, en incluant les biens immobiliers saisis, les épargnes liquidées et les valeurs des entreprises, 18 millions d'euros minimum. Probablement davantage pour les actifs que je n'ai pas pu tracer complètement. 18 millions d'euros, 8 ans, 12 entreprises. Au moins 9 familles dépossédées de biens qu'elles avaient mis des décennies à construire. J'ai regardé Étienne. Ce que vous me demandez, c'est d'utiliser mon fils comme appât pour attirer Camille dans une tentative documentée. Je vous demande de lui permettre de faire son mouvement habituel, de pousser Mathieu à signer, de vous faire venir pour obtenir votre signature, de mettre en scène la finalisation du schéma, pendant que nous documentons tout. Avec ça, combiné à ce que l'OCLCIF a déjà, le PNF aura suffisamment pour une inculpation solide. Mathieu est en sécurité parce que nous savons ce qui se passe. Mais combien d'autres sont en train de marcher dans son piège en ce moment sans personne pour les avertir? J'ai gardé le silence un moment. Pensez à Marie, à ce qu'elle m'aurait dit. Elle m'aurait dit, « Tu sais déjà ce qu'il faut faire, Bernard. Tu l'as toujours su. La seule question, c'est si tu as encore le courage de le faire. » D'accord, mais je veux être là quand elle fait son mouvement. Étienne a hoché la tête. Vous seriez le seul à pouvoir l'être. J'ai appelé Mathieu ce soir-là. Il n'était pas content du plan. Je ne m'y attendais pas. Il a dit exactement ce que j'aurais dit à sa place, qu'il n'aimait pas l'idée d'être utilisé, même pour une bonne raison, que ça lui semblait risqué, que si quelque chose tournait mal, rien ne tournera mal, parce que nous savons exactement ce qu'elle va faire, et elle ne sait pas que nous le savons. C'est la définition d'un avantage décisif. Un long silence. Combien d'autres familles, papa? Au moins 9 documentées, probablement plus. Encore un silence. Puis, d'accord. Mais je veux que tu sois là. Je ne peux pas lui faire face seul. Tu n'auras pas à le faire. Maintenant, avant que je vous raconte ce qui s'est passé dans ce bureau de la Défense, je dois vous poser une question. Parce que ce que cette femme avait planifié de faire est tellement révoltant, tellement froid, tellement calculé, que ça demande un moment de pause. Elle avait prévu d'utiliser mon propre fils pour obtenir ma tutelle légale. D'utiliser l'amour d'un fils pour son père, comme levier pour dépouiller ce père. Alors je vous demande, est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne capable de ça peut changer? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont simplement câblés d'une façon qui ne peut pas être corrigée, quoi qu'il arrive? Écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Camille a appelé Mathieu 3 jours après notre conversation. Elle était patiente, plus patiente que je ne l'avais prévu, ce qui m'a dit quelque chose sur son niveau de confiance dans sa propre opération. Quand on est sûr de son résultat, on peut se permettre d'attendre. Mathieu, je commence à m'inquiéter. Pas pour moi, pour toi. Je ne veux pas que tu passes à côté de cette opportunité parce que des délais administratifs s'accumulent. Est-ce que ton conseil juridique a terminé sa revue? Mathieu a suivi le script à la lettre. Oui, tout a l'air en ordre. Je suis prêt à signer. On peut se retrouver en fin de semaine? Sa voix s'était réchauffée instantanément. Parfait. Faisons ça à mes bureaux, vendredi à 14 h. C'est plus pratique pour les documents originaux. Une pause naturelle, calculée. Et Mathieu, si ton père pouvait être là, ce serait idéal. Puisqu'il va cosigner la garantie sur la propriété, nous aurons besoin de sa signature en personne, et j'aimerais avoir l'occasion de lui expliquer personnellement les bénéfices du dispositif. Voilà. C'était dit. Elle voulait me voir. Elle voulait regarder le vieil homme confus signer les documents sous ses yeux, s'assurer qu'il n'y avait pas de résistance de dernière minute, gérer la situation en direct. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait entrer dans ses bureaux ce vendredi-là. Isabelle Moreau a positionné 2 agents en civil dans le hall de l'immeuble, avec instruction de ne pas intervenir sauf signal de ma part. Un code convenu, un mot glissé dans la conversation.
Étienne Cocheteux attendrait dans un café en bas de la tour avec son équipe. Maître Renard était disponible par téléphone. Et dans ma poche intérieure de veste, j'avais mon propre téléphone, avec l'enregistrement de Mathieu déjà chargé, prêt à être diffusé au moment choisi. Vendredi matin, avant de partir pour Paris, je me suis arrêté devant la photo de Marie sur mon bureau. 25 ans de mariage, 23 ans d'enseignement, 6 ans de veuvage. Et maintenant ça. Elle m'avait demandé, dans les derniers mois de sa maladie, si j'avais des regrets sur ma carrière à l'OCLCIF. Si j'avais l'impression d'avoir manqué quelque chose d'essentiel en passant tant d'années à combattre des choses plutôt qu'à construire. Je lui avais dit non. Et c'était vrai. Parce que combattre certaines choses, c'est aussi construire. C'est protéger l'espace dans lequel les autres peuvent construire en paix. Mais je lui avais aussi dit que la retraite avait été le bon choix, parce qu'elle m'avait appris que l'enseignement aussi était une façon de se battre. Une façon plus silencieuse, plus lente, mais peut-être plus durable. Ce matin-là, debout devant sa photo, j'ai compris que les deux n'avaient jamais vraiment été séparés. Que tout ce que j'avais fait, les enquêtes, l'enseignement et maintenant ça, faisait partie du même mouvement continu. Un mouvement vers plus d'honnêteté, plus de protection pour les vulnérables, plus de conséquences pour les prédateurs. J'ai pris mon manteau et je suis sorti. La tour de la Défense où Camille avait ses bureaux était exactement ce à quoi je m'attendais. 30 étages de verre et d'acier reflétant le ciel gris parisien, un hall d'entrée conçu pour impressionner par l'échelle et le coût apparent de chaque surface. Marbre au sol, chrome au comptoir d'accueil, des œuvres d'art contemporain sur les murs qui valèrent collectivement plus que la plupart des appartements parisiens. Tout dans cet espace disait « Ici l'argent circule en quantité qui dépasse les préoccupations ordinaires ». Mathieu m'attendait dans le hall. Il était pâle mais stable, cette pâleur particulière des gens qui ont décidé de tenir quelle que soit la pression. « Comment tu vas ?» J'ai connu mieux. Un demi-sourire. « Et toi ?» Je suis bien. Ce que je n'ai pas dit, j'étais parfaitement calme. Pas de la façon dont on est calme quand il n'y a rien à craindre. De la façon dont on est calme quand on a fait exactement ce genre de choses des dizaines de fois et qu'on sait comment ça fonctionne. Cette sérénité froide qui s'installe quand on a transformé l'inquiétude en préparation et la préparation en plan. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage. La réception d'Apex Capital Partners était conçue selon la même logique que le hall, tout dans la suggestion de légitimité institutionnelle, de ressources importantes, de sérieux professionnel irréprochable. Des plaquettes soigneusement disposées sur une table basse, avec le logo discret du fonds, et des phrases sur l'investissement responsable dans l'innovation française. Des écrans affichant des graphiques de performance qui ne voulaient rien dire, pour quelqu'un qui savait lire les chiffres, mais qui impressionnaient dans leur présentation. Camille nous a accueillis avec une chaleur parfaitement calibrée, étreinte pour Mathieu, poignée de main ferme et chaleureuse pour moi, avec ce regard légèrement appuyé de quelqu'un qui évalue une situation en temps réel, tout en maintenant les apparences. Monsieur Delacroix, je suis vraiment ravi que vous ayez pu vous libérer. Je sais que le trajet depuis Lyon n'est pas rien. Un sourire plein de sollicitude. Mathieu m'a tellement parlé de vous. Je voulais avoir l'occasion de vous expliquer personnellement comment cet investissement va sécuriser l'avenir de toute la famille. J'ai souri. Je suis juste content d'être là pour soutenir mon fils, même si je dois avouer que tous ces termes juridiques et financiers me dépassent un peu. Elle adorait ça. Je le voyais dans la façon dont quelque chose se détendait imperceptiblement dans ses épaules, une confirmation de ce qu'elle attendait. Le vieil homme qui reconnaît ses limites. Le vieil homme qui va signer là où on lui dira de signer. Nous nous sommes installés dans la salle de conférence. Son avocate était déjà là, une femme d'une trentaine d'années, formée et professionnelle, mais avec dans les yeux cette légère vigilance de quelqu'un qui connaît la nature du dossier qu'elle présente et qui espère que personne ne posera les mauvaises questions. Camille a guidé la présentation avec fluidité, survol des termes généraux, insistance sur le potentiel de la plateforme, quelques phrases sur l'engagement du fonds envers les entrepreneurs de la nouvelle génération française.
Elle a traversé les clauses importantes avec la vitesse d'une personne qui a fait ça suffisamment de fois pour savoir exactement combien de temps peut durer une explication avant de commencer à éveiller des questions. Donc vous voyez, monsieur Delacroix, en apportant cette garantie sur votre propriété de caluire et cuir, vous permettez à Mathieu d'accéder au capital dont il a besoin pour passer à l'échelle. Et quand l'entreprise atteint ses objectifs, ce que nous croyons fermement, la garantie est libérée automatiquement. C'est vraiment une formalité. Et si l'entreprise n'atteignait pas les objectifs? J'ai demandé, avec l'expression légèrement perplexe d'un homme qui pose une question dont il connaît à l'avance la réponse, mais qui a besoin de l'entendre formulée à voix haute. Camille a eu un sourire rassurant. C'est pour ça que nous structurons les garanties, pour protéger l'investissement du fonds en cas de déconvenue. Mais Mathieu a une technologie solide, une vision claire, et notre soutien actif. Je ne vois pas de scénario réaliste où les objectifs ne sont pas atteints. Je ne l'ai pas quitté des yeux pendant cette réponse. Pas d'hésitation, pas de malaise. La fluidité d'une narrative parfaitement répétée. J'ai pris le stylo qu'elle avait posé devant moi. Puis je l'ai reposé. En fait, Camille, avant de signer, j'aurais quelques questions sur votre fonds, si vous permettez. Quelque chose a bougé dans son visage, si rapidement que quelqu'un de moins entraîné ne l'aurait pas vu. Une contraction infime autour des yeux, une légère reconfiguration du sourire. Bien sûr, monsieur Delacroix, je suis là pour ça. Combien d'entreprises Apex Capital Partners détient-il actuellement dans son portefeuille actif? Une pause d'une demi-seconde. 12 investissements actifs. Et sur ces 12, combien ont atteint leurs objectifs de chiffre d'affaires dans les délais contractuels? Cette fois, la pause était plus longue. Plusieurs sont encore en phase de croissance accélérée. Le capital risque s'inscrit dans le temps long, vous comprenez? Combien n'ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire? La salle de conférence avait changé de température. Pas physiquement, mais cette qualité particulière de l'air qui change quand tout le monde dans une pièce réalise simultanément que la conversation a pris une direction que personne n'avait anticipée. Camille s'est redressée légèrement. Monsieur Delacroix, le taux d'échec des startups dans le secteur tech est structurellement élevé. Nous investissons dans des entreprises à fort potentiel, mais aussi à fort risque. C'est la nature même du capital risque. Combien de fondateurs ont perdu leur résidence principale, ou celle de leurs parents, à cause de garanties structurées comme celle que vous me demandez de signer aujourd'hui? Le silence qui a suivi cette question avait une texture différente. L'avocate de Camille avait cessé de prendre des notes. Mathieu, assis à ma gauche, regardait droit devant lui, les mains posées à plat sur la table. Camille a pris une inspiration mesurée. Je ne pense pas comprendre ce que vous insinuez, monsieur Delacroix. Ces transactions sont des opérations commerciales légitimes, documentées et conformes à la réglementation en vigueur. J'ai posé le stylo sur la table. Je vais vous dire ce que j'insinue. Ma voix était calme, le calme d'un homme qui n'a aucune raison d'élever le ton parce que les faits qu'il s'apprête à énoncer sont suffisamment lourds pour se porter eux-mêmes. J'insinue que vous n'êtes pas une capitale risqueuse. Vous êtes un prédateur qui cible de jeunes entrepreneurs et leurs familles, qui structure des accords contractuellement impossibles à respecter et qui saisit des actifs familiaux quand ces entreprises échouent inévitablement, comme elles sont conçues pour le faire. J'insinue que vous avez fait ça au moins 9 fois au cours des 8 dernières années, en extrayant un minimum de 18 millions d'euros de propriétés et d'épargne de famille à travers la France. Camille s'est levée. Son avocate regardait ses propres mains. Monsieur Delacroix, si vous n'êtes pas à l'aise avec les conditions de cet accord, personne ne vous oblige à le signer. Mais je vous conseille de peser vos mots avec soin avant de formuler des accusations qui pourraient avoir des conséquences juridiques sérieuses pour vous. Je connais Bordeaux. J'ai continué comme si elle n'avait pas parlé. Je connais Camille Dumont, 3 signalements, 3 règlements amiables, 3 familles dépossédées de biens immobiliers pour lesquels elles avaient travaillé pendant des décennies. Je connais le couple d'Annecy qui loue maintenant un 2 pièces alors qu'ils avaient une maison payée depuis 20 ans. Je connais le père de famille de Nantes qui vit chez sa sœur. Je connais la retraitée de Strasbourg qui a perdu son appartement à 67 ans. Vous ne pouvez pas. Et j'ai ceci.
J'ai sorti mon téléphone, ouvert le mémo vocal, et appuyé sur lecture. La voix de Camille Verneuil a rempli la salle de conférence. Nette, précise, sans ambiguïté. Le fils est une mine d'or. La vraie valeur, c'est la propriété du père. On commence à documenter le déclin cognitif. On dépose une demande de tutelle. Procédure classique. On a déjà fait ça 3 fois. Quand l'enregistrement s'est arrêté, le silence avait une qualité absolue. Le genre de silence qui suit quelque chose d'irréversible. La couleur avait quitté le visage de Camille Verneuil. Pas de façon dramatique, de façon méthodique, comme si le sang se retirait progressivement de chaque région de son visage. Elle me regardait avec une expression que je n'aurais pas su nommer facilement. Pas tout à fait de la peur, pas tout à fait de la colère, quelque chose entre les deux, avec en dessous une forme de calcul encore actif. Elle cherchait encore une sortie. Cet enregistrement a été obtenu de façon illégale. Il est irrecevable. Il a été capturé accidentellement, sur un téléphone laissé dans votre bureau par son propriétaire. La jurisprudence française est claire sur ce point. Un enregistrement fortuit sur sa propre propriété, dans un espace auquel on a légitimement accès, est recevable. Votre avocate le sait. J'ai regardé la jeune femme assise en face de moi. N'est-ce pas? L'avocate de Camille n'a pas répondu. Elle fermait son ordinateur. Voilà ce qui va se passer. Ma voix restait parfaitement égale. Mon fils quitte cet accord, aujourd'hui, définitivement. Vous allez le laisser tranquille, lui, sa société et tout ce qui le concerne. Vous allez réfléchir très soigneusement à votre prochaine décision, parce que l'intégralité de votre opération est actuellement sous examen par l'OCLCFF, documentée par l'équipe d'investigation de France 2, et analysée par des avocats du parquet national financier qui ont un intérêt très particulier pour les schémas répétés de fraude à l'investissement. Elle a tenté une dernière fois. Ces transactions sont légales. Vous ne pouvez rien prouver. Je me suis levé. J'ai redressé ma veste avec le geste précis d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Je m'appelle Bernard Delacroix. Pendant 25 ans, j'ai été commandant à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. J'ai conduit personnellement ou supervisé plus de 300 enquêtes sur des fraudes financières, des manipulations de marché et des crimes économiques organisés. J'ai témoigné comme expert judiciaire dans 42 procès pénaux. Mon taux de condamnation est de 92%. J'ai envoyé des gens en prison pour exactement ce que vous faites, avec des dossiers beaucoup moins solides que celui que j'ai constitué contre vous. Je me suis tourné vers Mathieu. On y va. Camille a fait un pas en avant. Vous faites une erreur. La technologie de votre fils ne vaut rien sans financement structuré. Il reviendra. Ils reviennent toujours. Mathieu s'est levé sans regarder dans sa direction. Ne m'appelez plus. Ne m'envoyez plus rien. Ne vous approchez plus de moi ni de mon père. Sa voix était calme et définitive. Dans l'ascenseur, en descendant les 20 étages, nous n'avons pas dit un mot. Il n'y avait rien à dire. Dans le hall, en passant devant les 2 agents en civil d'Isabelle, j'ai échangé avec eux un regard bref, un signe convenu. Ils avaient entendu. Ils avaient leur signal. Dans le parking souterrain, à côté de la voiture, Mathieu s'est arrêté. Il tremblait légèrement. La réaction physique différée du stress qu'on a maintenu contenu pendant trop longtemps. On vient vraiment de faire ça. Tu viens de faire ça. Tu as tenu. Tu n'as rien montré. Tu as été exactement ce qu'il fallait être pendant exactement aussi longtemps qu'il le fallait. Un long silence. Puis, est-ce que c'est fini? La partie où tu risquais quelque chose est finie. La suite, c'est autre chose. La suite? J'ai posé ma main sur son épaule. La suite, c'est la justice. Et ça prend du temps. Mais ça arrive. L'arrestation de Camille Verneuil a eu lieu 6 jours après notre rencontre dans les bureaux de la Défense. 6 jours pendant lesquels, selon ce qu'Isabelle m'a raconté ensuite, les équipes de l'OCLCIF et du Parquet national financier avaient travaillé sans interruption pour consolider le dossier, coordonné avec les juridictions étrangères concernées par les structures luxembourgeoises et chypriotes,
et localiser les victimes potentiellement prêtes à briser leurs accords de confidentialité pour témoigner. 6 jours pendant lesquels Mathieu était resté chez moi à Caluire. Pas par peur, il n'avait plus peur, ou du moins plus de la même façon. Mais il y avait quelque chose dans le fait d'être dans la maison de son enfance, entouré des livres de son père, des photos de sa mère, de la routine tranquille des matinées avec du café, et le marché de la Croix-Rousse le samedi matin, qui lui permettait de décompresser de façon que je n'aurais pas su lui offrir autrement. Nous parlions le soir, longuement, de choses qui n'avaient parfois rien à voir avec l'affaire, de sa mère, de son enfance, de l'avenir qu'il voulait construire. Des conversations que nous aurions dû avoir plus tôt, que les circonstances avaient bizarrement rendues possibles. Isabelle m'a appelé le mardi matin à 7h20. Elle est en garde à vue depuis 6h. Son co-auteur présumé, l'homme de l'enregistrement, un certain Frédéric Aumont, associé dans plusieurs des structures luxembourgeoises, a été interpellé simultanément à Bruxelles, en coordination avec la police judiciaire belge. Les chefs d'inculpation ? Escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé, tentative d'extorsion. Et, c'est là que le dossier devient vraiment solide, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. La préméditation est documentée dans l'enregistrement de façon presque parfaite. Son avocat va certainement plaider la relaxe sur ce point, mais avec ce qu'Étienne a compilé sur le schéma répété et les témoignages que 3 des victimes bordelaises ont accepté de donner, le PNF est confiant. Elle sera présentée au juge d'instruction quand ? Demain matin. La demande de placement en détention provisoire sera formulée. Compte tenu des antécédents de fuite potentielle, les structures offshore, le changement de nom, les connexions internationales, le parquet va argumenter le risque de fuite de façon robuste. Et Mathieu ? Il devra témoigner dans le cadre de l'instruction. Son enregistrement est au cœur du dossier. Mais il sera traité comme victime et témoin, pas comme mise en cause. J'ai raccroché et je suis allé frapper à la porte de la chambre d'amis où Mathieu dormait encore. Elle est arrêtée. Il y a des moments dans la vie qui méritent le silence. Celui-là en était un. Le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de Camille Verneuil le lendemain, estimant que le risque de fuite était caractérisé et que la détention était nécessaire à la bonne tenue des investigations. Frédéric Aumont, son associé, a été extradé vers la France 3 semaines plus tard. L'instruction judiciaire a duré 7 mois. 7 mois pendant lesquels les équipes du PNF ont cartographié l'intégralité du schéma. Les flux financiers entre les 8 entités du réseau, les communications entre Camille et Frédéric Aumont, les dossiers des 12 entreprises du portefeuille, les procédures de saisie et leurs bénéficiaires réels. 7 mois pendant lesquels 11 victimes supplémentaires, entrepreneurs et membres de leur famille, ont été identifiés et entendus. 7 mois pendant lesquels Étienne Cocheteux, avec l'accord du PNF et dans le respect des règles de non-divulgation en vigueur pendant l'instruction, a préparé la série documentaire qui allait bouleverser le débat public sur le capital risque prédateur en France. Pour Mathieu, ces 7 mois ont été une période de reconstruction, pas linéaire. Rien de vraiment important ne l'est jamais. Il y avait des journées bonnes, où il plongeait dans le travail sur sa plateforme avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Des journées où il riait au téléphone avec des amis qu'il avait négligés pendant sa relation avec Camille. Et il y avait des journées moins bonnes, où quelque chose, une chanson, une notification sur son téléphone, une rue de Lyon qu'ils avaient traversée ensemble, le ramenait brutalement à ce qu'il avait vécu. Il avait commencé à voir un thérapeute, sur les conseils d'une association d'aide aux victimes de fraude que le PNF lui avait recommandé. Au début, il y était allé avec la résistance polie d'un homme qui pense que les problèmes se règlent dans l'action plutôt que dans la parole. Après le 3e ou 4e rendez-vous, il m'avait appelé un soir. « Tu avais raison sur la thérapie. Je comprends maintenant ce que ça peut faire. » Je ne lui avais pas dit que j'avais vu un psychologue pendant 2 ans après avoir quitté l'OCLCIF. Certaines choses s'apprennent plus vite par l'expérience que par les conseils. Le procès s'est ouvert au tribunal correctionnel de Paris, un jeudi de novembre, dans une salle d'audience qui avait ce mélange particulier de solennité institutionnelle et de pragmatisme fonctionnel que j'avais appris à reconnaître dans les palais de justice français, haut plafond, bois sombre,
lumière naturelle économe, et au fond de l'air cette odeur particulière de papier ancien et de responsabilité. La procureure Claire Fontaine du parquet national financier avait 42 ans, une réputation d'inflexibilité totale sur les dossiers financiers complexes, et une façon de présenter les éléments de preuve qui tenait autant de la pédagogie que de l'argumentation juridique. Je l'avais rencontrée pour la première fois lors d'un dîner de préparation au procès, quelques semaines plus tôt, et j'avais compris immédiatement pourquoi le PNF lui avait confié ce dossier. Elle n'était pas impressionnée par la complexité technique du montage, elle la rendait compréhensible. Et elle n'était pas sensible aux arguments de défense qui cherchaient à noyer la réalité dans le vocabulaire du droit commercial. Le premier jour du procès, elle a exposé la structure de l'accusation avec une précision qui tenait en 3 phrases fondamentales. Camille Verneuil avait, pendant 8 ans, ciblé systématiquement de jeunes entrepreneurs vulnérables et leurs familles. Elle avait structuré des accords contractuellement impossibles à respecter pour créer un mécanisme légal de saisie d'actifs familiaux. Et elle avait planifié et exécuté ce schéma avec une préméditation documentée et une organisation criminelle constituée. L'avocat de la défense, un homme expérimenté du barreau de Paris, qui avait manifestement été choisi pour sa capacité à transformer les audiences en débats techniques impénétrables, a tenté pendant les 3 premiers jours de centrer le débat sur la légalité formelle des contrats, sur la nature inhérente du risque dans l'investissement en start-up et sur l'insuffisance de l'enregistrement comme preuve d'intention criminelle. Claire Fontaine l'a laissé parler. Puis, méthodiquement, elle a défait chaque argument. Sur la légalité formelle des contrats, la légalité de la forme n'exclut pas la criminalité du fond. Un piège est légal à fabriquer. Le tendre est un crime. Sur le risque inhérent au capital risque, le risque est inhérent à l'investissement en start-up. La certitude de l'échec, lorsqu'elle est délibérément programmée par l'investisseur, ne relève pas du risque. Elle relève de l'escroquerie. Sur l'enregistrement n'est pas le seul élément de preuve, il est la clé qui ouvre la lecture de tout le reste. 11 victimes, 9 saisies immobilières, 18 millions d'euros extraits. Ce n'est pas un accident de parcours commercial, c'est un programme criminel. Mathieu a témoigné le 3e jour. Il était entré dans la salle d'audience avec la démarche légèrement raide de quelqu'un qui se prépare à quelque chose de difficile depuis des semaines et qui sait que le moment est finalement arrivé. Je l'avais regardé s'installer à la barre, prendre serment, et commencer à répondre aux questions de Claire Fontaine avec une clarté et une précision qui m'avaient rendu fier d'une façon que je n'avais pas anticipée. Il avait raconté tout. La rencontre au centre de congrès, la relation, l'offre d'investissement, l'évolution progressive des demandes de garantie, le moment où il avait commencé à douter, l'enregistrement accidentel, le message griffonné au dos de la carte de visite. Il avait répondu aux questions avec précision, sans dramatisation, sans rechercher de sympathie, simplement en disant ce qui s'était passé, dans l'ordre où ça s'était passé. Quand l'avocat de la défense avait tenté de suggérer qu'il avait peut-être mal interprété les intentions de Camille, que leur relation avait pu fausser son jugement dans les 2 sens, Mathieu avait répondu avec une tranquillité qui avait imposé le silence dans la salle. Je ne témoigne pas de ce que j'ai ressenti. Je témoigne de ce que j'ai entendu, dans ses propres mots, sur cet enregistrement. Ce que j'ai ressenti ne regarde que moi. Ce qu'elle a dit sur cet enregistrement regarde ce tribunal. Quand mon tour est venu, le 5e jour, j'avais préparé mon témoignage de la façon dont j'avais préparé tous mes témoignages d'expert judiciaire pendant ma carrière, en distinguant clairement ce qui relevait du fait documenté, ce qui relevait de l'analyse professionnelle et ce qui relevait de l'opinion personnelle. Un tribunal n'a besoin que des 2 premiers. Le 3e peut nuire à la crédibilité de tout le reste. Claire Fontaine m'avait interrogé pendant près de 2 heures. Nous avions traversé ensemble la structure du schéma, en commençant par les éléments généraux. Comment ce type de fraude fonctionne, comment elle est construite pour résister à l'examen juridique, comment elle cible spécifiquement des personnes dont la vulnérabilité est exploitable, pour arriver progressivement aux éléments spécifiques du dossier Verneuil, et à la façon dont chaque pièce du montage que j'avais identifié
correspondait à un mécanisme que j'avais vu utilisé dans d'autres affaires. L'avocat de la défense avait essayé de me déstabiliser en suggérant que ma qualité de père de la victime principale compromettait mon objectivité comme expert. Claire Fontaine était intervenue avant même que j'aie pu répondre. Monsieur Delacroix a témoigné comme expert judiciaire dans 42 procès pénaux en France, sur nomination de tribunaux qui ont évalué et certifié son expertise. Sa qualité de père du principal plaignant est connue du tribunal et sera prise en compte dans l'appréciation de son témoignage. Mais elle ne disqualifie pas son expertise, pas plus que la qualité de médecin légiste d'un praticien dont un proche serait décédé ne disqualifie ses compétences d'anatomopathologiste. L'avocat n'avait pas insisté. La délibération a duré 2 jours. 2 jours pendant lesquels j'avais continué ma routine à Paris, le matin à marcher le long de la Seine, l'après-midi dans la chambre d'hôtel à lire, le soir avec Mathieu dans un restaurant du quartier latin où nous avions nos habitudes depuis qu'il était adolescent et que je l'amenais parfois à Paris pour les week-ends. Nous parlions de tout, sauf du procès. Le verdict est tombé un vendredi matin. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Escroquerie en bande organisée. Coupable. Abus de confiance aggravé. Coupable. Tentative d'extorsion. Coupable. Association de malfaiteurs. Coupable. Mathieu était assis à côté de moi dans la salle d'audience. Quand la présidente du tribunal a prononcé le dernier « coupable », il n'a pas réagi de façon visible. Pas de soupir de soulagement, pas de larmes, pas de geste vers moi. Il a juste fermé les yeux pendant quelques secondes, le temps d'enregistrer quelque chose qui avait pris beaucoup trop longtemps à arriver. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 2 semaines plus tard. La présidente, une magistrate d'une 60aine d'années dont la réputation de rigueur dans les affaires financières était bien établie au barreau de Paris, a pris la parole après avoir écouté les réquisitions de Claire Fontaine et les plaidoiries de la défense. Madame Verneuil, vous avez, pendant 8 années consécutives, ciblé avec méthode et préméditation des personnes jeunes, ambitieuses et suffisamment confiantes pour croire que quelqu'un voulait les aider à réussir. Vous avez utilisé cette confiance comme outil d'extraction, non pas d'argent qu'elles avaient, mais d'argent qu'elles allaient passer des décennies à reconstituer, si tant est qu'elles y parviennent. Dans plusieurs cas, vous avez dépossédé des parents âgés de biens qu'ils avaient construits sur toute une vie de travail. La présidente s'était arrêtée un moment. Dans la salle, on n'entendait rien. Vous avez, dans le cadre de cette affaire spécifique, planifié d'utiliser le lien filial entre un père et son fils comme mécanisme de dépossession, allant jusqu'à envisager de placer ce père sous tutelle judiciaire pour accélérer la saisie de ses biens. Cette disposition, qui instrumentalise les mécanismes de protection des personnes vulnérables à des fins d'enrichissement criminel, constitue à mes yeux l'élément le plus grave du dossier. Elle a regardé Camille directement. Camille n'a pas baissé les yeux, elle les a gardés fixes, avec cette même qualité de calcul que j'avais vue le premier soir dans ma maison de Caluire et qui ne l'avait visiblement pas quittée. Ce tribunal vous condamne à 14 ans d'emprisonnement ferme, avec maintien en détention. Vous êtes condamné à la restitution intégrale du préjudice subi par l'ensemble des victimes identifiées dans le cadre de cette instruction, soit un montant provisoire de 18 400 000 €, susceptible d'être révisé à la hausse en fonction des procédures de recouvrement en cours. Vous êtes également frappé d'une interdiction définitive d'exercer toute activité dans le secteur des services financiers, de l'investissement et du conseil patrimonial, sous quelque forme que ce soit. Camille Verneuil a été emmenée par les agents du greffe. Elle n'a pas regardé dans notre direction, ni vers Mathieu, ni vers moi. Je ne sais pas ce que j'aurais vu dans ses yeux si elle l'avait fait. Peut-être rien de particulier. Peut-être quelque chose que je n'aurais pas su nommer. À la sortie du tribunal correctionnel, les journalistes étaient nombreux. L'affaire avait fait l'objet d'une couverture importante depuis l'arrestation, et le verdict allait alimenter les discussions sur la régulation du capital risque en France pendant encore longtemps. Étienne Cocheteux était là avec son équipe de tournage. Il avait différé la diffusion de sa série documentaire jusqu'au verdict, et ce soir-là, France 2 allait diffuser le premier épisode.
Monsieur Delacroix, vous avez passé 25 ans à combattre la criminalité financière, puis vous avez choisi l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a amené à reprendre ce combat pour cette affaire? Quelqu'un a menacé mon fils. Quelqu'un a supposé que l'âge était synonyme de faiblesse, que la retraite signifiait l'oubli, que vivre simplement était la preuve qu'on n'avait ni les ressources, ni la volonté de se défendre. Cette personne avait tort sur tous ces points. Et j'espère que cette affaire envoie un message clair. Il y a des gens qui savent reconnaître ces schémas, qui disposent des outils pour les documenter, et qui n'hésiteront pas à agir quand il le faut. Et pour les victimes, qu'est-ce que ce verdict change concrètement pour elles? Le verdict, c'est la justice. La restitution, c'est une réparation partielle. Aucune somme ne récupère les années perdues, le stress subi, les projets abandonnés. Mais nous travaillons avec des associations d'aide juridique et le gouvernement à la création d'un fonds spécifique pour les victimes de fraude à l'investissement. Un fonds qui fournira une assistance juridique préventive, du soutien financier d'urgence et des programmes d'éducation pour les jeunes entrepreneurs. Parce que personne ne devrait perdre sa maison, ou celle de ses parents, pour avoir fait confiance à quelqu'un qui n'avait aucune intention de mériter cette confiance. Claire Fontaine avait rejoint le groupe devant les micros. Cette affaire illustre une lacune réglementaire que nous identifions depuis plusieurs années dans le secteur du capital-risque français. Les mécanismes de garantie sur actifs familiaux, tels qu'ils existent actuellement, offrent des possibilités d'abus que la réglementation ne couvre pas de façon suffisante. Nous espérons que ce dossier servira de base à des évolutions législatives concrètes dans les mois à venir. Mathieu se tenait légèrement en retrait du groupe. Il regardait la façade du palais de justice avec une expression que j'avais du mal à déchiffrer. Pas de triomphe, pas de soulagement évident. Quelque chose de plus nuancé, de plus intérieur. Je l'ai rejoint. Ça va? Je pense. Oui. Il a tourné la tête vers moi. C'est bizarre. J'avais imaginé ce moment beaucoup de fois pendant l'instruction. Je pensais que je ressentirais quelque chose de plus fort, plus définitif. La justice est rarement cathartique de la façon dont on l'imagine. Elle est satisfaisante différemment, de façon plus froide, plus lente. Il a hoché la tête. Comme une note juste dans une partition qui a longtemps sonné faux. J'ai souri. Sa mère avait joué du piano pendant 20 ans. Il avait grandi avec cette façon de voir le monde à travers la musique sans l'avoir cherché. La série documentaire d'Étienne Cocheteux a été diffusée en 3 épisodes sur France 2, à raison d'un par semaine. Le premier épisode a rassemblé 4 200 000 téléspectateurs, un record pour complément d'enquête depuis plusieurs années. Le deuxième a été encore plus suivi. Le troisième, diffusé la semaine du prononcé de la peine, a déclenché une vague de réactions qui a forcé le ministre de l'Économie à annoncer publiquement l'ouverture d'une consultation sur la réforme des garanties d'investissement. Étienne a remporté le Grand Prix du journalisme d'investigation, décerné par la Société des journalistes français. Dans son discours de réception, il a cité Bernard Delacroix sans le nommer, une source qui a choisi de rendre ce combat public quand il aurait pu le mener dans l'ombre. La couverture médiatique avait eu un effet que ni Isabelle ni moi n'avions entièrement anticipé. Elle avait libéré des victimes que nous ne savions pas chercher. Dans les semaines suivant la diffusion du premier épisode, 37 personnes supplémentaires avaient contacté l'OCLCIFF pour signaler des situations présentant des caractéristiques similaires, certaines directement liées à Camille Verneuil ou à Frédéric Aumont, d'autres impliquant des opérateurs différents utilisant des mécanismes analogues. L'enquête s'était élargie. Elle avait commencé comme l'histoire d'un homme qui avait voulu protéger son fils. Elle était devenue quelque chose d'autre, une investigation nationale sur une pratique criminelle systémique que personne n'avait suffisamment cartographiée parce que les victimes, une à une, avaient été réduites au silence par la honte et les accords de confidentialité. 6 mois après le procès, j'étais assis dans mon bureau à Caluire quand le facteur a glissé une enveloppe dans la boîte. L'adresse de l'expéditeur indiquait un établissement pénitentiaire à sécurité normale dans la région parisienne. Le nom, Verneuil, Camille, numéro d'écrou. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai posée sur mon bureau.
Je l'ai regardé pendant quelques minutes avant de l'ouvrir. L'écriture à l'intérieur était soignée. Plus soignée que je ne l'aurais attendu. Pas l'écriture de quelqu'un qui dictait une lettre à contre-cœur, mais de quelqu'un qui avait pris le temps de choisir ses mots. Monsieur Delacroix, j'écris cette lettre en sachant que vous l'avez probablement déjà jetée dans votre tête avant même de l'avoir ouverte. Je ne vous en voudrais pas. Ce que j'ai fait à votre fils, à toutes ses familles, est inexcusable. Pas difficile à excuser. Inexcusable. Je fais la différence parce qu'elle compte. J'ai grandi à Vaux-en-Velin. Mon père était magasinier dans une usine à Vénissieux. Ma mère caissière dans un supermarché de Bron. Il travaillait 7 jours sur 7, certains mois. Et nous avons quand même perdu notre appartement quand j'avais 15 ans parce qu'une réorganisation industrielle avait mis mon père au chômage et que les aides sociales n'avaient pas suffi. Je me souviens du jour du déménagement. Pas avec tristesse, avec une rage froide qui ne m'a plus jamais vraiment quitté. Une rage contre l'idée que le travail honnête pouvait ne pas suffire. Que les règles pouvaient vous broyer même si vous les respectiez. Je me suis dit que je ne serais plus jamais dans cette position. Que j'apprendrais comment fonctionne vraiment l'argent, comment fonctionne vraiment le pouvoir, et que j'utiliserais cette connaissance pour ne plus jamais être vulnérable. Quelque part, je n'arrive pas à identifier exactement où, exactement quand. J'ai glissé de vouloir ne plus être vulnérable, à décider que les autres ne devaient être que des ressources. Que leur confiance était une faille à exploiter, pas quelque chose de précieux à respecter. Mathieu n'était jamais une personne dans mon esprit. Il était un dossier. Votre maison était une ligne dans un tableau. C'est pour ça que je n'ai ressenti aucun remords pendant des années. On ne ressent pas de remords pour une case dans un tableur. Je ressens quelque chose maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit du remords au sens où on l'entend généralement, ce sentiment qui précède la demande de pardon. C'est quelque chose de plus brut. La conscience réelle, pour la première fois, que derrière chaque dossier, il y avait des personnes. Des parents qui avaient travaillé 40 ans pour avoir une maison. Des jeunes qui avaient mis tout ce qu'ils avaient dans un rêve. Des familles qui avaient dit oui parce qu'elles aimaient quelqu'un et que l'amour les avait rendus vulnérables. Je lis leurs lettres, ici. Certaines victimes ont écrit à la prison, au directeur, aux services sociaux, parfois directement à moi via la médiation pénale. Je suis obligé de les lire si je veux progresser dans le programme de réinsertion. Au début, je les lisais avec une distance que j'avais appris à maintenir. Maintenant, je ne peux plus. Je ne sais pas si c'est de la croissance ou simplement de l'épuisement. Je prépare un master en travail social. L'Université de Paris propose un programme à distance accessible aux personnes en détention. Je sortirai dans mes 40 ans. Si tout se passe bien, si je me comporte bien, si les réductions de peine s'accumulent. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec ça, mais c'est la seule direction qui me semble avoir un sens depuis ici. Vous m'avez vu dès le premier soir, n'est-ce pas? Ce dîner à Caluire, le saumon sur la terrasse, la question sur votre retraite. Vous saviez exactement ce que j'étais. Et vous n'avez rien dit. Merci de m'avoir arrêté. Pas pour moi, pour les familles suivantes. Celles que je n'ai pas pu atteindre parce que vous étiez là. Dites à Mathieu que je suis désolé. Pas parce que j'attends quoi que ce soit en retour. Parce que c'est vrai, et parce qu'il mérite de l'entendre, même si ça ne change rien à ce qui s'est passé. Camille Verneuil. J'ai relu la lettre 2 fois, puis je l'ai soigneusement repliée et rangée dans l'enveloppe. Je ne la montrerai pas à Mathieu, à moins qu'il ne le demande. Le pardon est une décision intime, elle ne se délègue pas, elle ne se précipite pas, et elle n'est pas due. Mais j'ai gardé la lettre. Pas pour la relire souvent. Parce qu'elle représentait quelque chose que j'avais rarement vu dans mes 25 années d'enquête sur des criminels financiers. Une tentative, peut-être maladroite, peut-être incomplète, de regarder ce qu'on a fait en face plutôt que de continuer à le justifier. Les prisons libèrent les corps à un moment donné. Ce que les gens font de ce moment, après, c'est tout ce qui importe vraiment. Le fonds pour les victimes de fraude à l'investissement a été officiellement créé le printemps suivant, dans les locaux de l'association Transparence Financière, que Maître Renard avait aidé à constituer rapidement après le procès.
Le fonds était alimenté par 3 sources. Les remboursements de restitution issus du jugement contre Camille Verneuil et Frédéric Aumont, les dons de personnes privées qui avaient suivi l'affaire dans les médias, et une contribution du Fonds de garantie des victimes que le ministère de la Justice avait débloqué dans le cadre des suites législatives de l'affaire. Au total, à l'ouverture, 3 200 000 € disponibles. Isabelle Moreau avait rejoint le conseil d'administration, représentant l'OCLCIFF dans une capacité consultative. Maître Renard en était le président, Claire Fontaine la vice-présidente. Étienne Cocheteux avait accepté de siéger comme membre indépendant chargé de la communication. Et moi, j'avais accepté le rôle de directeur technique bénévole, responsable de l'évaluation des dossiers de demande d'aide et de la formation des bénévoles qui conseillaient les jeunes entrepreneurs sur la reconnaissance des contrats prédateurs. Nous nous réunissions tous les 2 mois dans une salle de réunion du cabinet de Maître Renard à Paris. Les réunions duraient toujours plus longtemps que prévu, parce que les dossiers ne rentraient jamais vraiment dans les cases qu'on leur avait préparées. Chaque situation avait sa propre complexité, ses propres urgences, ses propres dimensions humaines que les tableaux Excel ne capturaient pas. La première année, nous avons traité 82 dossiers de demande d'aide. Sur ceux-ci, 43 avaient reçu une forme de soutien. Assistance juridique pour 28 familles, soutien financier d'urgence pour 9, accompagnement dans des procédures de récupération d'actifs pour 6. Nous avions également identifié et signalé à l'OCLCIFF 12 situations qui présentaient suffisamment de caractéristiques de schéma prédateur pour justifier une surveillance préventive, dont 2 qui avaient abouti à des investigations formelles. 2 arnaques arrêtées, avant d'avoir pu faire leur première victime. Je me disais parfois que c'était peut-être ça, le bilan le plus important. Ces chiffres qu'on ne voit jamais parce qu'ils représentent ce qui n'a pas eu lieu. Mathieu, de son côté, avançait. Sa plateforme de cybersécurité pour PME avait finalement trouvé son financement. Un fonds parisien dont le processus de due diligence avait duré 6 mois et impliqué des audits techniques, des vérifications de référence, des réunions avec les premiers clients potentiels et une négociation de termes qui avait mobilisé Maître Renard pendant 3 semaines. Des termes normaux, raisonnables, avec des objectifs fondés sur des projections réalistes et sans la moindre garantie sur des actifs personnels ou familiaux. Il avait recruté ses 4 premiers employés dans les semaines suivant la clôture de l'accord, puis 6 autres, puis 10. Il avait pris des bureaux dans le quartier de la Confluence à Lyon, ce quartier en transformation constante entre la Saône et le Rhône, où les startups et les studios de design voisinaient avec les anciens entrepôts reconvertis, et qui avait quelque chose de vivant et de provisoire qui lui correspondait bien. La plateforme avait commencé à trouver ses clients dans les petites entreprises lyonnaises, puis dans la région, puis plus loin. Pas une croissance spectaculaire, une croissance honnête, fondée sur un produit qui fonctionnait réellement et sur des clients satisfaits qui en parlaient à leurs fournisseurs et à leurs pairs. Le genre de croissance qui construit quelque chose de durable. Il avait aussi rencontré Léa Marchand. Léa était designer graphique. Elle travaillait à son compte pour une dizaine de clients réguliers, des agences de communication et des startups lyonnaises qui avaient besoin d'une identité visuelle sérieuse, sans avoir les moyens d'une grande agence de design. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de networking au musée des Confluences, là où je faisais du bénévolat, ce qui avait provoqué une coïncidence que Mathieu avait trouvée légèrement gênante et que moi j'avais trouvée simplement amusante. Elle avait été victime, quelques années plus tôt, d'une arnaque différente, un réseau de coaching entrepreneurial qui avait collecté des milliers d'euros auprès de jeunes professionnels en leur promettant des formations qui n'avaient jamais eu lieu. Elle n'en avait pas perdu énormément, juste assez pour en garder une méfiance saine vis-à-vis des promesses trop lisses et une capacité à reconnaître les signaux d'alarme que peu de personnes de son âge avaient développés. Ce terrain commun, la méfiance apprise, la reconstruction, la décision de construire quelque chose de réel malgré tout, avait créé entre eux une compréhension rapide et solide. Ils ne s'étaient pas précipités. Ils avaient pris le temps de se connaître vraiment, de tester la solidité de ce qu'ils construisaient ensemble, d'être honnêtes sur leurs fragilités respectives. La première fois que Mathieu l'a amené dîner à Caluire, j'avais observé comment ils interagissaient.
Elle le challengeait, pas de façon agressive, mais de la façon dont les personnes intelligentes qui vous respectent challengent vos idées plutôt que de les valider par défaut. Il l'écoutait, vraiment, pas poliment. Il modifiait parfois sa position en l'écoutant, ce qui est le signe d'une conversation réelle. Votre fils m'a dit que vous étiez une sorte de détective légendaire, m'avait-elle dit après le dîner, pendant que Mathieu faisait la vaisselle dans la cuisine. Des centaines d'enquêtes, des criminels sérieux mis derrière les barreaux, maintenant un fonds pour les victimes. Il exagère probablement. Il ne semble pas du genre à exagérer. Elle avait regardé la pièce, les livres, les photos, la sobriété ordonnée d'un homme qui n'a pas besoin de décor pour affirmer ce qu'il est. Ce qui me frappe, c'est que vous auriez pu régler ça discrètement, faire peur à cette femme, la faire partir, protéger votre famille. Vous avez choisi autre chose. Mon fils méritait que ce soit public. Les autres familles méritaient que ce soit public. Est-ce que vous avez hésité? J'avais réfléchi avant de répondre. Pas vraiment. Quand on a passé 25 ans à voir ce que le silence des victimes permet aux prédateurs de continuer, l'hésitation à exposer disparaît assez vite. Elle avait hoché la tête lentement. Mathieu m'a dit que vous aviez enseigné pendant 23 ans après votre carrière dans la police. Que vous avez choisi l'enseignement exprès. Sa mère pensait que c'était la meilleure façon de continuer le même travail différemment. Elle avait raison. Léa avait souri. Le premier sourire vraiment personnel qu'elle m'avait adressé depuis le début de la soirée, pas le sourire poli de quelqu'un qui rencontre le père de son compagnon pour la première fois. Je pense qu'elle avait raison aussi. Mathieu et Léa se sont fiancés 17 mois plus tard. Pas dans un restaurant étoilé, pas avec un orchestre ou une mise en scène photographiée. Une promenade le long des berges du Rhône un soir d'octobre, au moment où la lumière rasante faisait briller le fleuve d'une façon particulière, et une question posée simplement, directement, avec les mains dans les mains. Il m'a appelé le soir même. Papa. Il n'a pas eu besoin de dire autre chose. Le mariage a eu lieu le printemps suivant, une cérémonie à la mairie de Lyon suivie d'un dîner dans une ferme du Beaujolais que les parents de Léa avaient réservé plusieurs mois à l'avance. Une quarantaine de personnes, familles proches, amis de confiance, quelques collègues de Mathieu dont la jeune Sophie que j'avais rencontrée à la soirée d'inauguration des bureaux. Pas de faste, une fête honnête, chaleureuse, où les gens mangèrent bien et parlaient de choses vraies. J'avais dansé avec la mère de Léa sur une chanson de Barbara que ni l'une ni l'autre n'aurions pu choisir, mais que le DJ avait enchaîné au bon moment. Et j'avais pensé à Marie, pas avec tristesse, avec cette qualité particulière de présence que certaines absences finissent par acquérir avec le temps. Elle aurait aimé Léa. Elle aurait aimé ce mariage. Elle aurait peut-être pleuré pendant le discours de Mathieu, un discours bref, précis, qui avait réussi à être drôle et sincère sans jamais être sentimental d'une façon qui l'aurait mis mal à l'aise. Il n'avait pas parlé de l'affaire Verneuil dans son discours. C'était le bon choix. Certaines choses appartiennent au passé et doivent y rester pour que l'avenir puisse exister pleinement. Mais à la fin, il m'avait regardé une seconde de plus que les autres, et dans ce regard il y avait tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Je suis 70 ans maintenant. 2 ans se sont écoulés depuis l'arrestation de Camille Verneuil. Le Fonds pour les victimes a traité 240 dossiers depuis son ouverture. Nous avons aidé 107 familles de façon significative, bloqué 23 schémas avant qu'ils n'atteignent leur phase de saisie d'actifs et récupéré un total de 4 600 000 € pour des victimes de fraude à l'investissement, de l'affaire Verneuil et d'autres. Les changements législatifs sont lents, comme toujours, mais ils avancent. Un groupe de travail parlementaire a rendu son rapport en juin dernier, recommandant un encadrement strict des garanties sur actifs familiaux dans les contrats d'investissement et la création d'un registre national des fonds de capital risque avec obligation de transparence renforcée. Le ministre compétent a dit publiquement que la loi serait présentée en session d'automne. Je ne ferai pas le pari que ça se fera dans les délais annoncés. Les lois ne se font jamais exactement dans les délais annoncés. Mais ça se fera. La plateforme de cybersécurité de Mathieu est désormais utilisée par plus de 2000 PME françaises.
Il a ouvert des bureaux à Paris et à Bordeaux. Il a signé son premier contrat avec une grande mutuelle qui voulait proposer ses services à ses adhérents professionnels. Ce n'est pas une licorne, ce n'était pas l'objectif. C'est une entreprise qui résout un problème réel pour des gens réels, qui emploie 32 personnes dont plusieurs sont des jeunes issus de quartiers populaires de Lyon, à qui Mathieu a choisi de donner une chance et qui est rentable depuis le 3e trimestre de l'année dernière. Léa a lancé sa propre agence de design, 2 associés, une petite équipe, un studio dans le quartier de la Guillotière. Elle travaille avec des organisations à but non lucratif et des startups sociales sur leurs identités visuelles à des tarifs qui leur sont accessibles. Le modèle économique n'est pas spectaculaire, mais il est solide, et elle l'a construit elle-même, à son rythme, selon ses propres règles. Ils attendent un enfant pour l'automne. Une fille, nous ont-ils annoncé le mois dernier, lors d'un dîner à Caluire où j'avais fait du bœuf bourguignon, la recette de Marie, que j'ai finalement apprise correctement 5 ans après sa mort, lors d'un cours de cuisine que j'avais pris pour m'occuper pendant un hiver particulièrement long et silencieux. Je ne sais pas encore quel genre de grand-père je vais être, mais j'ai le temps d'y réfléchir. Hier matin, j'ai monté le mont Cindre. Pas en moins d'1 heure, j'ai pris un peu plus de temps ces derniers temps, sans me presser, en regardant Lyon qui s'étend dans la plaine en contrebas, avec cette beauté géographique particulière qui vous rappelle pourquoi les gens ont choisi de construire une ville ici depuis 2000 ans. En redescendant, j'ai croisé un jeune homme qui montait en courant, des écouteurs sur les oreilles, l'air concentré. Il avait l'âge de Mathieu quand tout ça a commencé. Je n'ai aucune raison de penser qu'il était autre chose qu'un jeune homme qui faisait du sport un matin de semaine. Mais j'ai pensé brièvement à tout ce qu'on ne voit pas des gens qu'on croise, les projets qu'ils portent, les décisions qu'ils sont en train de peser, les personnes qui leur font confiance ou qui les menacent, sans qu'ils s'en rendent encore compte. C'est pour ça que le fond existe. C'est pour ça que le documentaire d'Étienne a été vu par des millions de personnes. C'est pour ça que je continue à répondre aux sollicitations des journalistes, des associations, des universités qui veulent parler de fraude à l'investissement et de protection des entrepreneurs. Pas parce que j'ai besoin d'être utile pour me sentir exister. À 70 ans, avec une petite fille qui arrive à l'automne et un fils qui a construit quelque chose de réel, j'ai amplement de quoi exister sans ça. Mais parce que je sais ce que je sais. Et garder ça pour soi serait un gâchis que je ne pourrais pas me justifier. Camille Verneuil m'avait regardé ce premier soir à Caluire et avait vu un vieil homme commode. Un homme dont l'âge était une limite, dont la retraite était une reddition, dont la modestie visible était la preuve d'une vulnérabilité exploitable. Elle avait tout faux. Surtout, l'âge n'est pas une limite, c'est une accumulation. 25 ans de méthode, de réseau, d'expérience des schémas que les prédateurs répètent, parce qu'ils fonctionnent jusqu'à ce qu'on sache les reconnaître. La retraite n'est pas une reddition. C'est la liberté de choisir ses batailles selon ce qui compte vraiment, et non plus selon les urgences institutionnelles d'une structure administrative. Et la modestie visible n'est pas une faiblesse. C'est parfois la forme la plus intelligente de force, celle qui laisse l'adversaire surestimer son avantage jusqu'au moment où il est trop tard pour qu'il le corrige. Mon fils est en sécurité. Ma famille est en sécurité. D'autres familles sont protégées parce que nous avons choisi de nous battre publiquement plutôt que discrètement. Le paysage réglementaire est en train de changer, lentement, mais réellement. Et la femme qui avait planifié de me dépouiller via mon propre fils passe ses journées dans un établissement pénitentiaire de la région parisienne à préparer un master en travail social. C'est suffisant. C'est même, à bien y réfléchir, exactement ce que ça devait être. La chance de protéger les personnes qu'on aime. La sagesse de reconnaître les menaces avant qu'elles ne se déclarent. Le courage d'agir au bon moment, de la bonne façon, sans se laisser paralyser par la complexité de ce qui est en jeu. Et la satisfaction tranquille de savoir que la personne qui vous avait choisi comme cible en fonction de ce qu'elle pensait que vous étiez, a appris, à ses dépens, la différence entre ce qu'on voit et ce qui est. L'homme qui rit le dernier ne rit pas de vengeance. Il sourit de ce que la patience, l'expérience et la décision de ne pas sous-estimer ce qu'on a construit pendant une vie entière peuvent accomplir quand on leur en donne l'occasion. Si vous avez aimé ce récit, si quelque chose dans cette histoire vous a touché, vous a parlé,
vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou que quelqu'un que vous connaissez a traversé. Regardez les vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment. Et abonnez-vous à L'Homme qui rit le dernier en cliquant sur le bouton qui s'affiche sur votre écran. Cette communauté existe parce que vous en faites partie. La prochaine histoire vous attend déjà.